Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième épisode du Hornex Talk Show. On se retrouve comme d'habitude avec Laurent et Thibaut. D'abord, comment allez-vous Laurent et Thibaut? Ça fait un bon moment qu'on n'a pas tourné, donc je voudrais savoir comment vous allez. Eh beh, écoute, ça Bah, va. tu m'enlèves les allergies et c'est nickel. Bienvenue au club, bienvenue au club Laurent. Alors, bon la dernière fois on avait fait une émission, enfin notre deuxième émission, tout s'était bien passé parce que Charlotte était sur 4 victoires de suite. Entre 2, on a connu des hauts, mais aussi beaucoup de bas, donc forcément le moral est pas forcément au top. On va énormément parler du coup, de blessures, de mauvaises choses dans ce podcast malheureusement, du côté des Hornets. Donc on va comme d'habitude attaquer par 3 news et on va tout de suite lancer avec, la première. Donc c'était il y a environ une semaine et demie déjà et c'est, Brad Wanamaker qui a rejoint les Hornets en provenant de Golden State. Donc ce recrutement est surtout, fait pour pallier la blessure de LaMelo Ball. Voilà, c'est cette news, on va dire, elle est passée en mode, inaperçue, pendant cette trade deadline. Qu'avez-vous pensé du coup de cette signature, par le front office, des Hornets? C'est malin. C'est malin parce que Brad Wanamaker, c'est un joueur, qui a un gros passé, en Europe, qui ensuite est revenu ou qui est arrivé ou qui est revenu, je sais plus, en NBA, qui a joué un peu avec les Celtics en tant que troisième meneur aussi, derrière, Kyrie et Terry Rozier, je crois. Qui est ensuite passé discrètement, chez les Warriors avant d'arriver chez nous et de ce qu'on a vu pour l'instant, il a joué 3 matchs, je crois, et bah, il apporte ce qu'il doit apporter, c'est-à-dire, juste un meneur qui remonte la balle, qui est capable de pénétrer un petit peu, donc c'est malin. C'est pas un joueur qui va faire de l'ombre, à qui que ce soit, donc il va pas piquer la place de quelqu'un une fois que Lamelo, sera revenu, mais le temps que Lamelo est blessé, ça fait le taf. Et toi Laurent, tu l'as vu comment du coup cette signature? C'est un peu d'expérience qui va justement venir du banc? Parce que on voit bien que c'est quand même très, très jeune et puis avec ses blessures, je pense qu'il en fallait aussi, mais qu'en as-tu pensé du coup? Un petit peu, toujours quand même un petit peu déçu du recrutement, enfin du fait qu'on signe pas un gros nom, puisqu'il y a quand même pas mal de rumeurs qui ont circulé autour de la trade deadline. Donc une petite déception de ne pas se renforcer à l'intérieur. Maintenant, oui, c'est un choix logique vu que ça vient remplacer une blessure majeure et puis finalement plusieurs blessures sur les postes arrière, hein, avec blessure de Ball, Hayward et Monk. Il a prouvé énormément son utilité puisque il joue 14 minutes face à Brooklyn, 30 minutes face à Indiana, 18 minutes face à Boston avec une pointe à 13 points. Donc il a prouvé d'entrée que c'était un joueur NBA confirmé. 31 ans, grosse expérience, comme l'a dit Thibaut, et il porte le numéro 9 chez les Hornets. C'était Tipeee l'avait porté, non? C'est bien Ouais, ça? C'est ça. Ouais, Tipeee l'avait porté. et après Willy Hernangomez aussi. Exactement. Heu, Et pour revenir à ce que tu disais, Laurent, bah, c'est vrai qu'on aurait espéré, signer un gros pendant la trade deadline, mais on l'a appris, autour de la date justement, que la blessure de Lamelo avait changé un peu tout, un peu les stratégies, du front office, parce que si Lamelo n'avait pas été blessé, on aurait essayé d'aller chercher un gros, un pivot, notamment, mais le fait que Lamelo soit blessé gâche un petit peu, ou en tout cas diminue, les espoirs de faire une bonne saison. Donc voilà, j'ai l'impression que le front office estime qu'à partir du moment où Lamelo est blessé, la saison, compte plus vraiment, ou enfin je sais pas comment est-ce qu'ils le voient exactement. Mais voilà, donc c'est à partir du moment où Lamelo a été blessé qu'ils ont décidé que ça servait à rien d'attaquer sur un gros parce que, au moment de la trade deadline, on pensait que Lamelo allait, enfin, c'était annoncé que Lamelo était out pour la saison. Finalement, il va être réévalué dans 2 semaines, donc on espère qu'il pourra rejouer. Mais voilà, donc c'est vraiment la saison de Lamelo qui, modèle, la saison des Hornets et donc le front office a préféré attendre, la free agency pour faire des gros moves. pour toi,
Thibaut, du coup, je reviens sur ce que tu as dit. Genre, si pour le front office, la blessure de Lamelo est synonyme de fin de saison, parce que quand même, quand Lamelo était, enfin, quand on a su la blessure de Lamelo, c'était assez embêtant pour la saison, mais il y avait encore Gordon Hayward, il y avait encore Malik Monk qui ont tourné bien. Je pense que dans la tête aussi du front office, alors, cet été, il y aura du monde sur le marché. Je pense qu'on a été beaucoup dans les rumeurs avec Holmes, Richard Holmes. Miles Turner était dans les rumeurs. Drummond à voir, on verra ce qu'il va faire avec les Lakers aussi. Mais, voilà, je pense que cet été, on va être très actif, pour la recherche d'un pivot et derrière, c'est vrai que derrière la Melo Ball, ça allait être Devonte Graham qui allait prendre sa place en tant que titulaire et derrière, c'est vrai qu'on n'avait pas grand monde. Je pense que Malik Monk est pas ce justement, a pas ce profil de gestionnaire qu'on attendait, donc cette signature est logique. Mais je pense qu'à ce moment-là de la trade deadline, on avait encore la place. Enfin, je pense pas que le front office ait dit, que la saison était finie. Je sais pas si c'est ce que tu voulais entendre ou Bah, pas? c'est enfin, je comprends ce que tu veux dire. Pour moi, la saison n'est pas finie, même si Lamelo Ball est blessé, mais c'est ce qu'on a vu, hein, c'est l'info qui est tombée. Hem, c Enfin, l'information est tombée sur Twitter, autour de la trade deadline. Je ne sais plus si c'était juste avant ou juste après, mais il a été annoncé que avant la blessure de Lamelo, le front office comptait attaquer sur un pivot, mais Mmh. quand ils ont vu la blessure de Lamelo, qu'il était out pour la saison, ils se sont rétractés en disant: «Non, c'est bon, on reste calme, on prend juste un petit meneur pour, heu, pour le remplacer, pour faire un troisième meneur, mais on fait pas plus, on n'est pas». Enfin, ils ont décidé à partir du moment où Lamelo était blessé d'arrêter d'attaquer, pour aller Oui, dans décrocher un ce gros sens-là, dès la trade ouais, dans deadline. ce sens-là, c'est compréhensible dans ce sens-là, ouais. Donc voilà, donc il y a un petit côté Mais où tu as l'impression qu'ils estiment que la saison est terminée ou en tout cas que ça sert à rien de griller toutes ces cartes, pour cette saison parce que, bah, voilà, c'est pas les meilleures conditions. après, j'ai une autre analyse, moi, un petit peu de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que il y a eu vraiment des grosses rumeurs et ça a été confirmé après la trade deadline, comme quoi on était réellement positionné sur certains dossiers. Je sais pas si Kupchak l'a pas confirmé, enfin je sais plus où est-ce que je l'avais lu. L'analyse que j'en fais, moi, c'est que il y a eu un effort de fait et les contreparties demandées étant trop élevées, on voit encore la qualité de Kupchak à ne pas céder Mmh. sur les contreparties. Et du coup, tant pis, on se prive d'un trade euh, et on garde notre jeunesse et nos tours de draft et on ne sacrifie pas tout ça. Ce qui aurait pu être très tentant pour se renforcer immédiatement et entourer très vite Hayward et Ball. Mais voilà. Et puis bon, on est encore sur un phénomène nouveau avec cette série de buyout qui a renforcé les grosses équipes. Donc du coup, on peut pas lutter hein, face à ça. Il n'y a pas un très gros All-Star qui va faire un buyout pour venir aux Hornets. J'espère. Par contre, Mmh. voilà, sur le dossier Vucevic, je pense que c'était le dossier le plus chaud. Il part aux Bulls. Bon, on peut en tirer les conclusions qu'on veut, mais bon, c'est fait maintenant. Et comme tu dis, il y a eu cette intervention, enfin cette blessure entre-temps qui a fait que on a revu notre stratégie. On verra bien. De toute façon, maintenant, avec trois pièces majeures en moins, le défi est tout autre. Je pense que je te rejoins Laurent, avant de justement de changer de news, c'est que en fait, on est encore entre la limite. On peut pas lâcher de personne, on peut pas lâcher de jeunes et pour avoir une seule personne en retour parce que sinon en fait, on risque de perdre plus que ce qu'on en gagne. Par exemple, si on avait lâché Malik Monk, Devonte Graham, Miles Bridges, bah, ça aurait été par exemple, pas une catastrophe, mais en soi pour la saison, ça aurait été foutu et on a en fait là, on a des jeunes en fait, je trouve qu'on n'a pas assez de personnes, de joueurs qu'on peut trade. Il y a genre 2 personnes qu'on peut trade assez facilement et qu'on peut remplacer l'impact, c'est Cody Zeller et Bismack Biyombo, mais ça a pas assez de valeur justement pour qu'on puisse les trade donc Kupchak a été très malin et ne rien faire et garder nos jeunes et attendre cet été pour qu'on puisse signer parce que justement on a de l'argent et là tu ne perds personne. Je pense que si on avait perdu des jeunes et pour un seul joueur, bah là, on aurait beaucoup plus perdu justement sur cette fin de saison
Malheureusement, après, on a perdu, comme tu l'as dit, 2 autres joueurs, donc sur des blessures. Donc à voir comment la saison va se terminer, mais justement, je pense que ce move, de Brad Wanamaker a été le bon et je pense qu'on a bien fait de pas non plus, se mettre sur d'autres dossiers. Les Bulls pouvaient envoyer Wendell Carter Jr, avaient d'autres personnes à envoyer. Donc en soi, ce move est le plus logique pour eux que pour nous. Donc, 2e info et on va y venir forcément, c'est, après la Melo Ball, on a appris du coup la semaine dernière la blessure de Malik Monk et de Gordon Hayward. Malik Monk, entorse de la cheville, va être aussi, réévalué dans 2 semaines et Gordon Hayward, blessure au pied, va être réévalué maintenant lui dans 3 semaines, donc il s'est blessé la semaine dernière. Donc on perd, peut-être un des meilleurs 6e hommes de notre côté avec Miles Bridges et on perd le franchise player du coup Gordon Hayward. Donc, on passe du bonheur, au cauchemar en quelques jours. Voilà, comment vous avez vu du coup ces 2 blessures côté Hornets? C'est 3 énormes pertes. 3 titulaires, Heu, enfin 2 titulaires et un 6e homme, ouais, ouais et puis, X Factor, puis on a tweeté énormément sur ça en disant qu'on perd enfin même Borrego, a déclaré qu'on perdait, 50 de notre, scoring. capacité offensive et 70 de nos playmakers. On perd, surtout de la création. Ball, et Ward Monk, c'est la créativité à l'état pur de notre équipe et dur. Dur, dur, dur. Bon, on gagne face à Indiana, malgré les blessures. Le match d'après, est-ce qu'il peut vraiment compter? C'est un blowout. Hem, Moi, j'aimerais insister sur, je pense que c'est dans cette période-là et c'est sur ce sur quoi on doit travailler et nous porter notre attention lors des prochains matchs. C'est l'apport justement de ces joueurs qui sont un peu dans l'ombre depuis quelques années, dont on attend la progression. Je pense en particulier à Miles Bridges et PG Washington, dont le niveau des prestations n'est pas, pour une fois j'ai le mot en anglais mais j'ai pas le mot en français, euh, n'est pas assez régulier, voilà. Il y a vraiment des résultats en dents de scie, et je pense que l'absence de ces trois joueurs doit permettre, notamment à ces deux-là, de vraiment faire des prestations plus régulières tous les soirs, peu importe l'adversaire. Ils rentrent maintenant dans leur deuxième, troisième, quatrième année, je sais plus. Euh, Là maintenant, bon, on avait, je crois que 3e c'était pour Miles. Bridges et 2e pour PG, Laurent. Voilà, merci. Je crois que c'était Miles qui commençait, ou PG, je sais plus, qui commençait à enchaîner pas mal de matchs en double-double, ce qui était quand même une preuve de l'installation à un certain niveau de la NBA. Mais ça suffit pas. Voilà, là maintenant, il faut vraiment qu'ils prennent le jeu à leur compte. Et d'autant plus qu'ils jouent sur des secteurs où on a besoin d'eux, même quand on a tout le monde au complet, puisque le poste 3-4, c'est des postes importants. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis, Laurent. Euh, j'ai plus d'espoir sur Miles Bridges que sur PJ Washington parce que PJ, enfin, c'était sa deuxième saison. Il avait fait un début impressionnant la saison dernière en tant que rookie. Ça s'était calmé un petit peu et puis là, bon, c'est, c'est chiant de le voir jouer, mais PJ Washington, il est au ralenti. T'as l'impression qu'il est pas là. Là, depuis plusieurs semaines, ça va vraiment pas. Alors, Ouais, voilà, je depuis sais le pas All-Star break. si, ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est depuis qu'il a annoncé enfin, depuis qu'il sait qu'il va être papa. Je sais pas, peut-être que ça change quelque chose. Mais bon, j'attends pas grand-chose de PJ Washington. C'est surtout Miles Bridges qui fait des bonnes perfs. Ceci dit, là, depuis quelques semaines, il a un petit peu élevé son niveau. Il est toujours dans les 2 ou 3 meilleurs scoreurs de l'équipe. Euh, il fait des bonnes perfs, mais c'est des pics. C'est des pics sur un carton. Euh, il y a 2 ou 3 matchs, il a fait un pic sur un carton où il a battu le record de points marqués par un Hornet en un carton, je crois. Enfin, un truc fort, sauf que c'est que sur un carton et c'est pas suffisant. Donc, ouais, effectivement, les blessures là, c'est problématique et on l'a vu là contre les Celtics. Bah, euh, une fois qu'on a Devante, Rozier, euh, Biyombo, Zeller, Bridges, Washington, les frères Martin qui comptent comme moitié,
Brad Wanamaker qui compte qu'à moitié. En fait, on a 6 joueurs qui sont vraiment capables de jouer. Brad Wanamaker qui aide quand même pas mal. Les frères Martin qui sont pas réguliers. Là, on est à 9, mais ça compte pas vraiment. Enfin, il y en a que 6 qui comptent vraiment. Et puis après, c'est les jeunes qui jouent jamais. Donc là, en fait, on a vraiment une rotation à 6 joueurs vraiment effectifs. Et encore, je compte Biyombo dans les rotations. Euh, et là, on l'a vu contre Boston. On a tenu dans les premières Attends. rotations avec notre starter dans les premières minutes. Et à partir du moment où ça a commencé à faire la rotation et qu'Evan Fournier est rentré, en fait, Evan Fournier nous a éclaté à lui tout seul. Donc voilà, là, ça va être dans les prochains matchs, ça va être ça ce qui va être compliqué, ça va être de gérer les rotations pour avoir un niveau constant sur tout le match, ce qui n'est pas possible avec l'effectif qu'on a, c'est pas possible. Donc va falloir serrer les fesses pendant le mois d'avril. De toute façon, faut pas être devin. On perd Gordon Hayward qui était le meilleur joueur de la saison, on peut le dire, ou alors égalité avec Terry Rozier. Malik Monk qui sortait des grosses perfs en sortie de banc, qui claquait des 30 points. Là, je vois pas un mec en sortie de banc qui est capable de le faire. Et ensuite, du coup, la Melo Ball, en soi, sans la Melo Ball, je me suis à l'Est, tu peux atteindre les playoffs en te battant. Mais là, avec l'absence des deux en plus, c'est très compliqué. Et à moins d'un miracle, le mois d'avril, il va être très très compliqué pour nous, de toute façon. Et comme tu l'as dit, Thibaut, euh, le match face à Boston, bah, une fois que tu commences les rotations, bah, tu peux plus suivre parce que manque de régularité et manque de talent, tout simplement. En fait, C'est on se ça, retrouve avec l'équipe de l'année passée, et même si l'équipe de l'année passée, elle nous avait donné plein d'espoir, faut pas oublier qu'elle a fait que 22 victoires et elle a pris 40 défaites. Donc forcément que faut pas s'attendre à ce qu'on gagne tous les matchs et qu'on ce bilan positif, il va être très compliqué à garder. Heu, Si on arrive à récupérer, moi j'aurais préféré quand même récupérer Gordon Hayward un peu plus vite, mais malheureusement, manque de chance, les gens sur les réseaux sociaux disent qu'il est fragile physiquement, mais là, c'est clairement un manque de chance, en fait, la blessure, à Indiana. C'est pas un problème physique. Depuis le début de saison, il tient sa place, Gordon Hayward était très bien et là, bah, voilà, il a marché sur le pied d'un autre et du coup, bah, c'est ce qui arrive souvent en NBA. Malheureusement, ça arrive de nouveau à Gordon Hayward. Donc ouais, là, ces 2 blessures font mal en plus de celle de la Melo Ball. Donc voilà, on va voir comment va se dérouler, ce mois d'avril et s'ils peuvent être de retour pour le mois de mai, ça pourrait faire du bien. Donc Et on va enchaîner avec vas-y Laurent, si tu as un truc pour à terminer, pour et revenir ouais. rapidement sur Washington, je m'intéresse un petit peu à ses stats et en fait, il a progressé, il joue un tout petit peu moins et pourtant il a progressé dans toutes les stats, c'est-à-dire qu'il a progressé au rebond, aux interceptions, aux passes, au bloc, partout, sauf au Donc point. Et pour une raison particulière, c'est qu'il shoot un tout petit peu moins et surtout, il shoot moins bien. Il est passé de 45 à 43%. Et pourtant, il a un pourcentage à 3 points. Il continue à prendre ses presque 4 shoots à 3 points par match avec 37,5. Ce qui est pas mauvais, surtout pour un poste 4. Donc pour moi, c'est peut-être aussi l'utilisation qu'on en fait, sachant que c'est notre meilleur rebondeur, qu'on a besoin de monde à l'intérieur, mais que pour moi, sa nature intrinsèque, c'est plus d'être un stretch fort et vraiment de peut-être avoir quelques minutes supplémentaires parce que ses stats sur 36 minutes, projetés sur 36 minutes, ça donne un super joueur. Donc moi, je pense un stretch fort qui aurait un apport complètement différent d'aujourd'hui, ce serait pas mal, mais ça voudrait dire que voilà, on s'est renforcé à l'intérieur et que on arrive à écarter le plus PG. Moi, je pense qu'il donne le maximum, qu'il est encore quand même dans une année charnière, la deuxième année, il faut parfois attendre un petit peu plus. Mais voilà, il y a des absents et maintenant c'est sur Miles et PG qu'on va compter. de toute façon, on va en parler là, beaucoup plus lors du débat. On va étudier du coup en fond, du coup l'effectif, ce qui va se passer, là dans les semaines à venir pour les Hornets. Donc, la question que je vous pose, Laurent et Thibaut, c'est est-ce que les Hornets, doivent-ils continuer à se battre pour les playoffs ou laisser tomber au vu de la situation? Donc on va encore le rappeler, Gordon Hayward va revenir dans 3 semaines et demie. Lamelo Ball
du coup est réévalué dans 2 semaines, mais pas sûr qu'il revienne. Malik Monk va revenir dans 2 semaines aussi. Donc, en l'état des lieux, je vais vous dire notre 5 de départ et les principales rotations. Donc, Devonte Graham, Terry Rozier sur les postes arrière. Miles Bridges va jouer 3, PJ Washington en 4. Bismack Biyombo démarre titulaire. En tout cas, c'était le dernier 5 de Borrego face à Boston. Et principalement dans la rotation, du coup, il y aura Brad Wanamaker, Cody Zeller, les frères Martin et Jalen McDaniels. Alors, bien sûr, c'est pas c'est pas fameux. Voilà, quand le banc c'est très, très juste. Donc voilà, quand vous voyez cet effectif et je vais juste vous lancer du coup sur les prochains matchs des Hornets parce que voilà, comme vous le savez, il y a Milwaukee qui arrive du coup vendredi. Giannis, on ne sait pas s'il sera là ou pas parce qu'il n'a pas joué le match face à Golden State. Il y a Atlanta du coup dimanche. Donc en soi, sur le papier, Atlanta, pourquoi pas, on peut notamment les prendre. Mais après du coup ces équipes-là, il y aura les Lakers. On a aussi une chance parce que LeBron Davis, peut-être Drummond seront absents. Les Cavs, les Nets, les Blazers, les Knicks, les Bulls, les Cavs, Boston, Milwaukee, Boston. Alors, dedans, il y a des équipes qui sont hors course des playoffs, mais il y en a qui se battent justement et qui veulent récupérer la place qu'on a. Donc, selon vous, avec cet effectif-là, est-ce qu'on peut limiter la casse en attendant le retour de nos joueurs ou ce sera trop compliqué et on va descendre naturellement? Bah, dans tous les cas, il faut qu'on se batte pour limiter la casse. Ça, c'est sûr. Parce que quand on voit quand on est au complet, on est top 5, top 6, allez, en étant pessimiste, top 6 de l'Est. Donc en playoff, sûr. Euh, Sans la mélo, on a continué à gagner des matchs. On est resté quatrième, cinquième. Là, je pense qu'on peut descendre. Enfin, on va descendre, c'est sûr. On va rester dans le play-in. Et en faisant un push au mois de mai, qui est relativement facile pour nous. Parce que là, au final, dans le classement, les 10 premiers, donc ceux qui jouent play-off et play-in, c'est à peu près acté, à moins que Toronto euh, éjecte les Bulls. Je pense que les 10, ils sont connus. Le mois de mai, c'est Donc dans au 12 matchs, pire, Thibaut. Le mois de mai, c'est dans ouais, 12 matchs. Donc, ouais, dans ces 12 matchs, imaginons on en perd 10, ça peut faire, je dis bien c'est beaucoup, hein, mais tu peux te faire peut-être éjecter du play-in au final. non, pas du play-in. De voir toutes les possibilités. Après forcément, il y a des joueurs qui seront Parce repris, que on espère. ça voudrait dire que sur 12 matchs, si on en perd 10, il faudrait que les Bulls, ils en gagnent 4 de plus que nous. Attendez, excusez-moi, mais sur les 3 blessés, est-ce que aucun des 3 ne reviennent lors de ces 12 matchs? Si, justement, je pense Peut-être, que c'est pas sûr. limite Malik Monk, je pense, peut revenir. D'accord, bon, ce serait déjà. C'est des points, Malik Monk. Parce que la Melo Ball, on dit 2 semaines, mais c'est réévalué dans 2 semaines. Peut-être, Ça se trouve, dans 2 c'est semaines, on ça. va nous dire que, bah, au final, ça ne sert à rien et il revient, mois de mai, quand il va rester 5 matchs. Donc c'est Ok, que of the du year. style, en fait, c'est ça qui est dur. Et du coup, ouais, non, je Non, pense non, mais que après, il faut limiter la casse ouais. et en gagner quelques-uns quand même sur un malentendu. Essayer de gagner le plus de matchs possible en mai. Et franchement, là, avec la tendance, enfin, avec les tendances qu'il y a, les Celtics, ils sont totalement réguliers. Les Pacers, ça vaut ce que ça vaut. Les Bulls, ça vaut ce que ça vaut. Pacers et Bulls, ils sont vraiment derrière, un petit écart par rapport à Boston. Du coup, je pense qu'on peut rester dans le groupe avec. Parce que, a priori, les Hawks, ils sont partis à la quatrième place, ils ne devraient pas trop bouger. Mais le groupe avec le Heat, les Knicks et les Celtics, on peut rester dans ce groupe-là et être au pire huitième. Franchement, si on finit huitième, moi, ça me va, hein. Ouais. Après, ça Alors, moi, dépend qui t'affronte, ouais, après tu as le play-in, bien sûr, mais si tu finis 8 et affronter les premières places de l'Est, ce serait assez dur au vu de notre saison. Mais ce serait déjà mieux d'aller en playoff que ne rien faire du tout. chaque qualification en playoff, c'est déjà presque un exploit. Donc, aller en playoff, ce serait, ça marquerait voilà,
une bonne saison. Voilà, parce qu'après, pour l'instant, on fait une bonne saison. C'est vraiment que les blessures qui viennent casser cette dynamique. Donc le fait d'aller en playoff, ça viendrait quand même féliciter l'effectif pour ce qu'ils ont donné pendant plus de la moitié de la saison. Donc ce serait une récompense qu'on irait bien chercher. Et puis toujours pareil, sur un malentendu, sur un premier tour de playoff, que tu affrontes un premier ou un deuxième, tu sais pas, tu sais, le jeu des blessures, tu sais pas ce qui peut se passer. Moi je crois qu'aujourd'hui, tanker, ça veut plus rien dire, sauf quand tu sais que tu as un numéro un numéro 2 de draft vraiment au-dessus du lot et que tu veux vraiment aller le chercher. Mais sinon, on a prouvé que même en allant drafter septième, enfin troisième, septième, 12e, il y a beaucoup d'équipes qui arrivent à prouver que même avec des pics comme ça, tu arrives à trouver des petites perles. Le jeu de la draft aujourd'hui, le pourcentage d'obtention des choix a été revu, donc tanker a moins d'intérêt, surtout quand tu es encore quatrième ou cinquième à quelques matchs de la fin. Non, non, il faut jouer le tout pour le tout. Moi, je pense qu'on a encore des ressources, sauf que faut que certains joueurs, je vais être vulgaire, se sortent les doigts, hein. Moi, je suis très mécontent de l'apport des deux frères Martin, parce qu'ils ont un potentiel de fou, notamment défensif. Mais c'est juste pas possible d'avoir des joueurs qui shootent à 60% au lancer, à 30% à 3 points, et c'est pas possible d'avoir des joueurs NBA comme ça. Donc soit les gars, ils veulent vraiment rester en NBA, ils passent un palier et puis ils restent dans un roster NBA. Et je le répète, avec 3 joueurs majeurs en moins, c'est le moment ou jamais de sortir du chapeau et de prouver que tu es là et puis d'amener l'équipe. Voilà. Là, le travail que font Rosier et Graham, en l'absence des autres, est exceptionnel, hein. Graham, Mm. moi j'avais été sévère avec lui sur le premier podcast qu'on avait fait. Il t'a Là, écouté? ouais, il m'a écouté, il montre qu'il est là, il mérite, hein, il mérite d'être signé, il mérite un certain tarot. Voilà, c'est un patron, il prouve que il est là même dans la difficulté, il est revenu de sa blessure, c'est tout le mal qu'on pouvait lui souhaiter. Non, non, moi j'espère qu'on va essayer de grappiller quelques matchs et puis se qualifier en playoff et faire quelque chose. Bah, là, en tout cas, on pouvait des fois voilà, se faire avoir par des matchs voilà, qui sont abordables pour nous. Par exemple, on a déjà perdu des matchs contre des équipes qui sont inférieures à nous, on a failli les perdre. Mais en tout cas, là, les matchs face aux Cavs ou les matchs justement contre des équipes inférieures à nous dans le classement et notamment au niveau de l'effectif, on n'aura pas le choix, il faudra les gagner. Et je pense que tout le monde va devoir élever son niveau de jeu. Je pense que Graham, Rosier sont déjà au max de ce qu'ils peuvent faire et peuvent des fois sur certains matchs avoir des pics comme Graham la saison passée face à Brooklyn ou quoi. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, Laurent, PJ Washington va récupérer beaucoup plus de minutes, va avoir beaucoup plus de minutes. Il va devoir augmenter son pourcentage au tir parce que quand on regarde certains matchs, et notamment au niveau des stats, PJ Washington, on le voit à 3, 4, 5, 6 points, et ça, c'est pas possible. Et justement, si on veut gagner des matchs, il va devoir élever son niveau de jeu. Je pense que après Bismack Biombo, des fois, je préfère largement qu'on donne les minutes à Zeller et qu'on limite celle de Bismack Biombo parce que face aux Celtics, c'était pas possible. Voilà, Thibaut, tu as regardé le match. Je pense qu'on est tous du même Ouais. avis dessus. Et Ouais, mais Miles après, Bridges, j- attends, je termine juste sur vas-y, vas-y. Bridges. Et du coup, ouais, Bridges, comme tu l'as dit, il finissait souvent ses matchs en double-double. Ce que j'aime bien, c'est qu'il apporte de l'énergie. Mais sur l'ensemble de l'effectif, avec les Martins ou quoi, c'est que des fois, il y a des choix stupides et on perd énormément de ballons. Bridges, je me souviens son match face à Phoenix, il fait un très beau match. Enfin, il fait un très bon match, mais il perd énormément de ballons aussi pour des choix de passes stupides qui font que ça donne des paniers faciles à l'adversaire. Et en fait, ça, c'est des erreurs qui vont devoir être corrigées. Parce que quand je vois Cody Martin ou Caleb Martin prendre des tirs alors qu'ils sont marqués, enfin, qu'il y a un défenseur dessus, mais t'as l'impression que pour eux, c'est normal, mais on le voit à l'écran que c'est des choix bêtes qu'il faut pas prendre et c'est des choix à corriger. Et en fait, c'est sur ça. Si justement on veut se qualifier en playoff avec un effectif réduit, c'est sur tous ces petits détails que ça va jouer. Ouais. Du coup, ouais, je vais t'interrompre. C'était juste pour revenir sur le cas de Bismack Biyombo en tant que titulaire. En fait, c'est logique et c'est, je trouve, intelligent de la part du staff. C'est qu'en fait, jusqu'ici,
on était content de notre équipe parce que justement, il y avait une certaine constance entre les starters et les remplaçants. Et en fait, en mettant Cody Zeller en remplaçant, ça fait pas un trop. Enfin, en fait, on met pas tous nos meilleurs joueurs dans le Équilibre. 5 Ouais, majeur. Ça équilibre un peu plus. Parce que là, du coup, bah, en ayant Cody Zeller en remplaçant, bah, ça met un peu de talent dans la seconde unité et du coup, tu peux décaler et avoir des rotations plus intelligentes et plus équilibrées pendant tout le long du match. Parce que ouais, si mais au tu mets moins tous tes... tu peux donner Si tu... 27 minutes à Zeller et 10 minutes à Biombo. Enfin, 10 minutes, j'exagère, mais Ouais, effectivement. au moins le voir plus sur le terrain. Bien sûr, je te rejoins sur le fait que c'est bien que Zeller soit sur le banc parce que si tu commences à avoir une seconde unité où si tu fais un 5 de départ, ça fait Wanamaker, Martin, McDaniels, Biombo. C'est vrai que en soi, ça va pas loin. Mais oui, je te rejoins sur le fait des minutes et d'avoir Zeller sur le banc. Et puis son match face aux Celtics, il fait un match à 100% au tir, si je me trompe pas. Biombo, ouais. Enfin, à 100%, il a 2 Non, sur 2. Hein. Zeller, c'est Zeller, pas. non. Et je sais pas comment Borrego a pas encore complètement cédé à la tentation de jouer uniquement en small ball, je vous dis, en mettant Washington en poste 5 qui pourrait s'écarter, shooter, et ne quasiment plus faire jouer un Zeller qui est souvent pété, et un Biombo qui a du mal à être au niveau. Je tiens à souligner, parce que je critique beaucoup ceux qui le sont pas au niveau, mais je tiens vraiment à souligner les perfs incroyables de Rozier, à remercier encore Kupchak de l'avoir signé au tarif qu'il l'a signé et de l'avoir signé surtout. Je me demande même quand est-ce qu'il va se péter lui aussi, parce que franchement, il est sur une autre planète. Et j'espère vraiment que ce sera pas le cas, qu'il va rester solide jusqu'à la fin, parce que s'il y a bien un joueur, si on se qualifie en playoff, qu'il faut qu'on ait dans le roster, c'est Rozier. Pourquoi? Pour ce qu'il a prouvé lorsqu'il était à Boston. Il a porté les Celtics à lui tout seul sur une série. Et puis c'est le joueur clutch de l'équipe, quoi. S'il nous faut un joueur dans l'équipe, c'est lui, quoi. Donc j'espère que les blessures des autres vont pas faire qu'on va enchaîner d'autres en cascade. Et si tout le monde revient pour les playoffs, franchement, même si c'est les Nets, même si c'est une grosse équipe, les Sixers, j'en sais rien, je pense on peut titiller. On peut faire quelque chose de sympa. Ouais, clairement. En plus, je te rejoins sur quelque chose d'intéressant que tu as dit au début. En fait, ce serait bien que Borrego soit malin, peut-être sur ses rotations, et pas envoyer, genre, entre guillemets, au casse-pipe, et avoir trois quatre joueurs, genre les frères Martin, Wanamaker sur le terrain en même temps. Et je pense que, comme tu l'as dit, il faut revoir PJ Washington en 5, et pourquoi pas, voilà, avoir un. Je dis ça, c'est des suppositions. Avoir Wanamaker pour laisser reposer Graham avec Rosier. On peut très bien mettre Bridges avec et McDaniels justement pour qu'il soit un peu mieux entouré et pas le laisser justement parce que McDaniels il peut faire de bonnes choses, mais pareil si à côté de lui il n'y a pas des joueurs un minimum qui créent pour lui ou pas, ben justement il va pas être utile en fait. Donc ce Le serait un peu souci, mieux de mieux sentir du coup les rotations et parce que Cody Martin, il peut être très bon. L'année dernière, on l'a vu en fin de saison. C'est plus un playmaker que son frère, Caleb Martin. Des fois, il peut prendre quelques coups de chaud offensivement en mettant 10, 11, 12, 13 points. Voilà, une petite dizaine de points. Donc voilà, peut-être changer ses rotations. Et parce que moi, si à chaque fois, de fin de premier quart-temps, début de deuxième, on attaque avec tout le banc, enfin full banc et un titulaire, à chaque fois, on va se prendre des blowouts et c'est ce qui s'est passé face aux Celtics. Les Celtics, on peut les prendre, ils sont pas dans la, enfin c'est pas leur meilleure saison justement. Et au bout d'un quart-temps, c'était plié. Alors que justement, au début, le premier quart-temps était pas mal, mais tu sentais que si Boston prenait les devants, bah, le match était plié, c'est ce qui s'est passé. On a rien vu d'autre à côté en soi. frère Martin, une dernière fois, je suis assez d'accord avec toi. On a toujours l'impression, quand on les regarde jouer, qu'ils ont deux styles de jeu différents. Et pourtant, dans les statistiques, ça s'équilibre sur la saison parce qu'ils se rejoignent énormément, autant dans les pourcentages que dans les autres stats. C'est étonnant parce que quand on les voit jouer, on a vraiment l'impression qu'ils sont différents. Euh, Moi, ce que je pense, c'est qu'on a 10 matchs là, avant peut-être le retour de Monk ou d'un autre joueur. Pour sortir un troisième marqueur du lot, il faudrait à tout prix que ce soit Bridges ou Washington, mais pourquoi pas de temps en temps un Ouais. X-Factor un Wanamaker ou autre qui arrive à, voilà, qui est un troisième marqueur dans l'équipe, on en a absolument besoin.
Et après, des vrais défenseurs. Parce que Hayward apporte énormément à ce niveau-là. Ball, eh bien, on l'a beaucoup critiqué sur ce sujet, mais autant il se trouve vraiment, autant il est présent. Alors que là, sur le roster qu'on a actuellement, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, si t'enlèves Biombo qui est protecteur de cercle, après, et un des deux frères Martin, qui est vraiment pas mauvais en défense, sinon c'est léger, hein, c'est léger, donc on va voir parce que le problème de Rosier et Graham, c'est qu'ils vont pas pouvoir apporter tout le temps des deux côtés du terrain. À un Ouais, moment, c'est ils vont ça. être limités. Donc je sais pas. Il va falloir qu'on trouve une solution et en attaque et en défense pour trouver un troisième, un deuxième, troisième joueur qui arrive à apporter vraiment. Pour toi, Thibaut, ça peut être qui justement ce troisième joueur? Tu le vois plus du côté du coup de Bridges ou de PJ Washington? Parce qu'en soi, c'est les 2 seuls profils, je pense, Ouais. qui sont capables de ça. Ouais, pour moi, le troisième, c'est Bridges, c'est sûr. Après, le quatrième, en vrai, Wanamaker, là, sur le dernier match, il a mis quelques points, c'était pas mal. Mais la, enfin, je sais plus avec qui on en parlait, je sais plus si c'était avec vous, si c'était avec des gars sur Twitter. On parlait de la défense qui était instaurée euh, par, par Borrego. Et en fait, c'est une grosse force cette saison. La défense, c'est une défense collective qui ne réside pas sur des perfs de défense individuelle. Parce qu'on n'a pas des défenseurs d'élite et pourtant on a une bonne défense. Euh, mais justement, le fait d'avoir des blessés là et d'insérer des nouveaux joueurs, entre guillemets, dans les systèmes défensifs, ça perturbe tout. Et c'est là où je trouve qu'on perd le plus. Parce que le scoring, on, on met moins de points qu'avant, évidemment, mais, euh, mais ça va, ça reste correct. Là où on perd les matchs, vraiment, c'est sur la défense, euh, qui est plus en place par rapport à d'habitude, parce que bah, avant, on avait 10 joueurs qui étaient capables de défendre de la même façon pendant 48 minutes. Peu importe s'ils étaient starters ou remplaçants. Sauf que là, maintenant, bah, dès que tu mets les deux frères Martin qui sont un peu en dessous, enfin, je parle de rythme et d'expérience dans le jeu, McDaniels qui est pas habitué non plus à défendre avec tout le monde, Wanamaker qui est nouveau, donc forcément il n'est pas habitué enfin, il connaît pas parfaitement les systèmes de défense. Donc c'est surtout ça qui perturbe l'équipe, j'ai l'impression. C'est vraiment l'organisation de la défense. Et en général, et j'ai l'impression qu'on est une équipe comme ça, euh, si la défense n'est pas en place, ça peut pas aller. Donc, ouais, bah, c'était avec des gars sur Twitter, on en parlait parce que il y en avait qui militent pour voir les jeunes, genre Vernon Carré et Nick Richards. Et j'essayais de leur expliquer que bah, en fait, non, c'est pas possible parce que bah, ils n'ont pas l'habitude des systèmes, ils n'ont pas le rythme. Alors, ils ont peut-être le corps et la technique pour jouer en NBA, mais ils n'ont pas le rythme encore et ils s'entraînent pas assez avec l'équipe pour pouvoir intégrer vraiment et Ouais. avoir un impact dans l'équipe. Non, complètement d'accord. C'est vrai que cet aspect-là, enfin, en tout cas, il était primordial, de notre côté et puis on sentait que, comme tu l'as dit, ceux qui jouaient habituellement et qui étaient dans la rotation, heu, enfin, notre défense a été meilleure que les années précédentes. On sentait que Gordon Hayward, c'était un peu la tour défensive qui organisait aussi tout ça parce qu'il parle beaucoup et surtout avec Rozier, c'était les 2 leaders sur le terrain et de toute façon, quand tu perds ce leader-là, que tu perds, Lamelo Ball qui était, ton playmaker de base et ensuite de Malik Monk qui était, sur le banc et qui était cette étincelle que tu n'attendais pas, genre que d'habitude il te plantait 10-14 points et d'un coup il te fait un pic à 30. Quand tu perds tout ça, derrière c'est très compliqué de performer donc et en plus de ça, du coup, ta défense de base, tu la perds, bah, c'est un challenge très, très gros qui attend Borrego et je pense que Borrego, déjà, on peut lui donner crédit pour ce qu'il a fait, en tout cas en début de saison parce que c'est très, très bien. Il fait du très bon boulot. Donc là, c'est un nouveau défi qui l'attend. Donc j'espère pour lui qu'il va s'en sortir et que l'équipe ne va pas sombrer parce que ça peut être très très compliqué justement de rattraper ça sur le mois de mai. Donc je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire pour clôturer ce débat. Sinon, je vais passer à la dernière question. Rigolo d'observer, c'est de savoir si les absents vont dénaturer notre jeu ou si on va réussir à garder nos points forts parce qu'en fait,
quand on regarde un petit peu, ben, on est fort aux passes, aux balles perdues et aux tirs à 3 points. Donc on voit l'impact de la Melo Ball dans ces statistiques. Donc on va voir si on arrive à porter quand même le même modèle de jeu, alors qu'on perd les principaux acteurs de ce jeu-là. Ça va être ça l'enjeu. Voilà, donc comme vous l'avez compris, le but, ça va être de, de simplement tenir sans nos 3 joueurs, entre guillemets «majeurs», enfin, en 3 joueurs importants de l'effectif, que l'intégration des joueurs sur le banc se fasse vite, notamment en défense, et que des responsabilités soient prises en attaque, notamment, surtout Miles Bridges et PJ Washington. Bon, comme on a évoqué, du coup dans le débat, la dernière question, qui devait step up, pour justement aider l'équipe qui était justement Miles Bridges et PJ Washington? On a fait le tour en tout cas de cette émission. C'était surtout, voilà, pour parler de la situation des Hornets. Donc on va se retrouver dans 2 semaines maintenant, Laurent et Thibaut, en espérant que Malik Monk, et Gordon Hayward, enfin LaMelo Ball surtout, soient revenus. On l'espère, on croise les doigts. On espère aussi, que nos Hornets vont sauver les meubles, pendant cette période, assez compliquée. Sinon, on se retrouve, du coup dimanche pour ce match face à Atlanta qui, voilà, va falloir le suivre parce qu'Atlanta est un de nos adversaires directs. Donc ça va être un match primordial pour nos Hornets et en tout cas, voilà, je vous souhaite une bonne soirée, Laurent et Thibaut. Et juste avant, on remercie tous ceux qui ont écouté nos 2 premiers podcasts. Voilà, on va continuer et on espère justement, pouvoir faire, plus de podcasts, que nos Hornets vont aller justement au mois d'avril pour qu'on puisse en parler, en playoff. Et voilà, sinon Laurent, Thibaut, bonne soirée et on se retrouve pour le prochain podcast. Ciao, à bientôt. Merci, à bientôt.